Donc là, on va pouvoir commencer donc la présentation des projets avec donc pour commencer le projet Affidinov présenté par Anne Leralec qui est à distance avec nous en ce moment sur les solutions biologiques adaptées pour le contrôle des pucerons des cultures protégées. Donc je laisse la main à Anne au niveau de la visio. Ok, donc bonjour à tous. Je vous prie de m'excuser de cette intervention à distance, mais la petite toux qui risque d'animer cette présentation vous expliquera pourquoi il était préférable que je ne sois pas dans cette amphi avec vous. Donc le projet Affidinov, comme son nom l'indique, c'est un projet qui s'est intéressé aux pucerons. Donc vous voyez ici son titre complet ainsi que les logos des partenaires. Donc ce projet, il a été déposé dans l'idée d'essayer d'apporter des réponses ou des éléments de réponse à une problématique autour de ces pucerons ravageurs qui devenaient difficiles à contrôler dans de nombreuses cultures, des cultures de plein champ, mais surtout des cultures sous abri, et ces difficultés pouvant aller jusqu'à l'impasse technique. Donc les causes de ces problèmes de gestion de ces ravageurs sont liées à la disparition progressive des solutions chimiques, dont l'interdiction des néonicotinoïdes, mais aussi à un certain nombre de facteurs environnementaux, très probablement l'augmentation des températures moyennes qui favorisent beaucoup ces ravageurs. Donc ces difficultés, on les rencontrait aussi bien en agriculture conventionnelle qu'en agriculture biologique. Et dans les cultures sous abri où la lutte biologique est quand même la solution alternative la plus mise en œuvre et depuis longtemps, on observait des situations d'échec de cette lutte biologique, en particulier avec les parasitoïdes qui sont les auxiliaires les plus couramment utilisés contre les pucerons, qui s'avéraient peu efficaces ou alors qui n'étaient pas disponibles. Donc face à cette situation, on avait quelques hypothèses à tester, en particulier des questions autour de la spécialisation de nos parasitoïdes, mais aussi la présence de bactéries symbiotiques chez les pucerons susceptibles de leur conférer une protection contre les parasitoïdes. Donc, fort de ces hypothèses, nos objectifs ont été d'essayer d'identifier et de développer des solutions reposant sur des parasitoïdes qui soient réellement bien adaptés aux pucerons ravageurs de contextes très spécifiques. Et donc, on a choisi 3 cultures qui étaient dans des situations, disons, proches de l'impasse technique, les productions de concombres sous abri en agriculture biologique, la production de fraises hors sol en agriculture conventionnelle et la production de semences de brassicacées pour l'agriculture biologique. Donc on avait également un objectif d'essayer d'améliorer à la fois la précocité des apports, ce qui est un point assez crucial, la praticité de ces apports et de regarder si on pouvait avoir des actions complémentaires des parasitoïdes et des prédateurs. Donc la première étape de ce travail, ça a été d'identifier les partenaires en présence. Donc on s'est intéressé aux communautés de pucerons et de parasitoïdes qu'on rencontrait sur ces 3 cultures. Donc vous avez à gauche de l'écran des réseaux trophiques qui ont été reconstitués à partir de campagnes d'échantillonnage à des échelles parfois assez vastes. Et vous voyez que par exemple en culture de fraises, on a une grande diversité de pucerons. On a jusqu'à 13 espèces qui sont ravageurs de ces fraisiers. C'est un peu le cas aussi en culture de concombre, et avec une grande diversité de parasitoïdes. Et vous voyez qu'à droite, là, on a un réseau trophique beaucoup plus simple, qui est la situation des choux, où on a seulement 2 espèces de pucerons qui partagent un parasitoïde commun. Donc cette diversité, en fait, elle est issue d'une colonisation spontanée des abris par des parasitoïdes indigènes, et ça nous a permis d'identifier des espèces d'intérêt, d'une part des espèces qui sont plutôt des espèces spécialistes et qui n'étaient pas encore commercialisées. Donc on peut citer par exemple Aphidus eglanterier, qui est le seul parasitoïde d'un des pucerons les plus nuisibles en culture de fraises, dont je vous épargne le nom qui est un petit peu compliqué, ou Diarrhetiella râpée, qui est l'unique parasitoïde de nos pucerons sur brassicacées. Et puis on a également rencontré des espèces qui sont des individus issus d'espèces généralistes, déjà commercialisés, comme Aphidus cervi ou Praon volucré, mais qui rentrent dans les abris de façon spontanée. Donc ça nous a amené à nous poser la question de savoir pourquoi on avait des parasitoïdes commercialisés qui n'étaient pas très efficaces, alors qu'on avait des congénères sauvages qui présentaient dans les abris des taux de parasitisme relativement intéressants. Donc ça nous a conduit à nous intéresser à des questions
de spécialisation parasitaire et de variabilité génétique qu'on a abordé avec des méthodes moléculaires. Donc je vous ai mis là juste un exemple sur le parasitoïde Aphidus hervi, donc sur l'espèce de frise que vous voyez en haut. Vous avez la représentation des génotypes des individus, donc chaque trait est un individu, des individus qu'on a collectés dans les cultures de fraises, de concombres, mais aussi dans une diversité de grandes cultures, et puis des individus qu'on a achetés dans le commerce chez 3 fournisseurs. Et ben, on a trouvé une très faible variabilité génétique des parasitoïdes commerciaux, et vous voyez à gauche là le cluster qui est un peu bleu-vert, là, bien, ça correspond au génotype des parasitoïdes commerciaux des 3 fournisseurs. Donc, vous voyez qu'ils sont très similaires, on va dire, pour ne pas dire identiques, tandis qu'on a une grande diversité plus grande diversité de génotypes dans les populations sauvages. Donc l'étape suivante, ça a été de regarder finalement si cette variabilité génétique différente se traduisait par une efficacité parasitaire différente. Donc ça vous est illustré par le graphique qui est en bas, qui représente des taux de parasitisme obtenus sur 3 espèces de pucerons du fraisier avec différentes lignées, certaines de ces lignées portant des bactéries protectrices. Et pour résumer les résultats, on voit que en vert, on a les parasitoïdes, les taux de parasitisme obtenus avec les parasitoïdes du commerce, en orange, ceux issus des parasitoïdes sauvages, et on a une efficacité parasitaire meilleure avec les parasitoïdes sauvages, et qui est particulièrement significative face aux lignées porteuses de ces bactéries symbiotiques protectrices. En quelque sorte, les parasitoïdes sauvages peuvent contourner en fait cette protection, ce qui n'est pas le cas des parasitoïdes du commerce. Donc comme message un peu général sur ce point, on peut dire que cette question de la spécialisation des parasitoïdes ou de leur variabilité génétique, c'est vraiment un point clé quand on s'intéresse à leur efficacité, chez les pucerons en tout cas, qu'il s'agisse de lâcher direct ou d'utilisation de plantes relais. Donc je n'ai pas le temps de développer cet aspect-là, mais on pourra peut-être en reparler. Hop. Donc, parmi les autres résultats saillants, on peut dire qu'on a réussi à obtenir des stratégies de gestion de nos pucerons dans les 2 contextes, concombre et production de semences de brassicacées. Donc je vais vous présenter ces stratégies très rapidement. Sur concombre en agriculture biologique, cette stratégie, elle repose sur une combinaison de pratiques culturales et de lâcher d'auxiliaires adaptés. En effet, on a pu constater que les producteurs utilisaient une très grande diversité de produits d'auxiliaires commercialisés. En gros, ils lâchaient tout ce qu'ils pouvaient, mais qu'en fait, là-dedans, il n'y avait que 3 parasitoïdes réellement intéressants et efficaces sur leur cible, à savoir Aphidus hervi, Praonvolucre et Aphidus colemani. Donc, avec ces parasitoïdes-là, on peut combiner une méthode, un mode de conduite de la culture qui a été testé par la station Terre d'Essai, partenaire du projet, qui est un nouveau mode de palissage. Bon, là aussi, je ne rentre pas dans les détails, mais ce mode de palissage induit un effeuillage, et on a pu montrer grâce au dispositif que vous voyez à gauche, la photo qui est en bas à gauche, qui est un dispositif librement inspiré d'un augmentorium, je dirais, dans lequel on a placé les feuilles effeuillées, et on a regardé en fait ce qui émergeait. Et grâce à ces travaux-là, on a pu montrer que dans un premier temps, l'effeuillage permettait de réduire la densité des pucerons au début de la gradation des populations, mais qu'ensuite, ces feuilles finalement produisaient les générations suivantes des parasitoïdes, et que donc on avait tout intérêt à les laisser et à bien les traiter pour que la lutte biologique s'installe. Donc vous voyez sur les 2 photos de droite un peu à titre vraiment illustratif, hein, il y a des données chiffrées dans le rapport du projet, bien sûr, mais vous voyez à gauche la situation avant, avec des très gros dégâts de pucerons, et après, avec la nouvelle stratégie de gestion, on obtient des très bons résultats, et ça nous a amené d'une part à avoir une stratégie qui semble totalement transférable à la situation de production de concombres sous abri en conventionnel. Ça nous a aussi conduit à quelque chose qui, je pense, doit souvent être considéré, c'est que on peut revoir un peu les niveaux de population acceptables. On voit que on peut supporter des densités de pucerons non négligeables et maintenir un rendement très correct si on a une bonne régulation biologique bien installée. Enfin,
En production de semences de choux, là, ce qu'on a combiné, ce sont des apports du parasitoïde Diarrhetiella rhapé en apport précoce. Donc en production de semences, on va planter les choux dès le mois d'octobre. Et donc là, l'idée, c'est de maintenir en fait des apports de parasitoïdes pratiquement toute l'année pour avoir des choses qui soient déjà bien installées au début du printemps. Et ces lâchers précoces, on les a combinés avec l'apport d'œufs de chrysope produit par un des partenaires du projet, qui a développé un dispositif qui est un atomiseur transformé. Donc, on devine ça sur la photo qui est en haut à droite. Ce dispositif permettant d'apporter sur ces surfaces relativement réduites, mais avec une grande surface foliaire, de bien répartir les œufs de chrysope tout en maintenant leur viabilité. Alors là aussi, à titre illustratif, vous voyez en bas bien les 4 modalités qui ont été testées. Le témoin sans aucune régulation biologique à gauche, vous voyez que la plupart des choux meurent. Entre parenthèses, ça nous donne une petite idée de la nuisibilité réelle de ces pucerons. Lorsqu'on a apporté seulement des chrysopes, on n'a pas non plus de bons résultats. Avec les parasitoïdes, c'est un peu mieux, mais vous voyez que les plants mâles qui étaient au milieu sont aussi morts. Et donc, c'est la combinaison des 2 auxiliaires qui nous a permis d'obtenir des modalités avec de la pollinisation, des siliques et des graines qui ne sont pas toujours viables. Donc, il faut améliorer cette stratégie, mais elle est prometteuse. La difficulté qu'on a, c'est qu'elle n'est pas disponible puisque le parasitoïde, pour l'instant, n'est pas produit en élevage. Donc en termes de transfert des résultats, le point le plus marquant, je pense, pour le projet Affidinov, c'est qu'il a conduit à la création d'une jeune entreprise qui s'appelle Fraisnat, conjointement par l'AOPN Fraises de France, qui était partenaire non financé de ce projet, et la coopérative Savéole, qui était, elle, partenaire du projet, avec pour objectif de produire les parasitoïdes qu'on a identifiés dans ce projet Affidinov à destination des producteurs de fraises adhérents de l'AOPN. Et cette jeune entreprise a déposé et obtenu le soutien d'un projet qui s'appelle Affidus 2.0 dans l'appel à projet éco-phytomaturation de 2021 pour travailler de façon plus approfondie sur cette question de relation variabilité génétique, efficacité parasitaire, et travailler également sur les modalités d'installation durable de la lutte biologique sous les abris. On a un projet un peu similaire qui se met en place au sein de l'organisation bretonne de sélection, qui est également partenaire du projet, qui a fait les essais que je viens de vous montrer sur les semences de brassicacées, et qui se lance dans le développement d'une structure de production du parasitoïde pour ses propres besoins, mais aussi pour essayer d'alimenter les agriculteurs multiplicateurs de ces semences bio dans sa zone, sur son territoire. Et enfin, en termes de transfert, on a également souhaité poursuivre certains travaux, notamment autour de cette question de la colonisation spontanée des abris par des insectes auxiliaires, notamment des parasitoïdes, colonisation qui s'avère très variable à l'échelle du territoire. Et donc, une thèse CIFRE, financée à nouveau par la OPN Fraises de France, a débuté en octobre sur cette question de l'environnement des cultures de fraisiers, et c'est également quelque chose qu'on va traiter dans un projet CASDAR porté par le CTIFL, qui est le projet Efficace. Enfin, en termes de perspective un peu plus large, donc il se dégage une perspective de recherche sur les conséquences écologiques au sens processus écologique et les conséquences démographiques du fait qu'on va être amené à introduire conjointement des parasitoïdes spécialistes et des parasitoïdes généralistes sur une diversité plus ou moins grande de pucerons. Et ça peut générer des processus de type mutualisme apparent, par exemple, qui vont potentiellement nuire à la bonne efficacité de la régulation. Donc ça, c'est une question qu'on aimerait traiter. Ce projet, il nous montre aussi que très probablement la lutte biologique qui est classique dans les cultures sous abri, qui est la lutte biologique inondative, pourrait être combinée à des approches de lutte biologique par conservation au regard des flux d'organismes qu'on tend à minimiser, mais dont on a montré qu'ils étaient vraiment importants entre l'extérieur et l'intérieur de ces abris. Et enfin, il nous semble qu'on pourrait réfléchir un peu plus largement au développement de nouveaux modèles économiques de production d'auxiliaires pour des marchés de niche, on va dire, pour des usages qui sont restreints, mais qui permettraient d'apporter des solutions efficaces pour ces problèmes, solutions qui ne vont pas être portées par des grandes
structures de type, enfin par les grands producteurs d'auxiliaires. Voilà, j'avais une petite dernière diapositive. À chaque fois je perds, excusez-moi mon... Bon, j'ai perdu la possibilité de passer la dernière diapositive, mais en tout cas, je souhaitais, voilà, merci. Remercier les différents contributeurs à ce projet chez les différents partenaires. Il y a eu beaucoup d'autres personnels, une grande quantité de stagiaires et une grande quantité de pucerons qui ont été sacrifiés sur l'autel de ce projet. Mais donc, je voulais les remercier et puis bien sûr vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup Anne pour cette présentation. On va pouvoir passer à une séquence de 15 minutes de questions. Et donc, comme je l'ai annoncé dans le chat également, vous pouvez poser vos questions et je me ferai un plaisir de les transmettre au public. Et bien sûr, les questions sont ouvertes dans la salle également. Je me lance pour la première question, ça débloquera le processus. Merci Anne pour cette présentation très complète. J'avais deux questions. Est-ce qu'au cours de ce travail, vous avez identifié des nouveaux organismes auxiliaires qu'on n'avait pas suspectés être potentiellement intéressants? Ou est-ce qu'on connaît déjà tout finalement sur les relations trophiques entre les pucerons et les prédateurs des pucerons et finalement, ce qu'il faut, c'est travailler sur la qualité de la relation, mais on ne découvre pas de nouvelles relations. Ça, c'est peut-être ma première question. Si on a découvert des nouvelles relations, par exemple le parasitoïde Aphidus eglanterier, là, donc c'est pas une nouvelle espèce pour la science, mais c'est une espèce qui a jamais été considérée comme un auxiliaire utile. Or, le puceron qu'il contrôle, c'est un des plus nuisibles sur fraise, qui produit une grande quantité de miellin, et donc c'est le premier produit qui va être qu'on va essayer de développer pour les producteurs, parce que c'est un c'est vraiment enfin, en élevage il est très efficace et je pense qu'il est très prometteur. Ce qu'on a aussi identifié, c'est en fait surtout des intensités de relations, le fait qu'on croit que Aphidus matricarié parasite 25 pucerons différents, et en fait on a des espèces cryptiques au sein de ce... Donc on a un complexe d'espèces, donc l'espèce qui est produite, qui est vendue, n'est pas forcément capable de parasiter les pucerons cibles, alors que sur le papier, oui. Donc c'est un peu ce genre de choses. Il y a aussi des questions de timing, hein. On voit bien qu'il y a des espèces qui vont pouvoir agir très tôt au printemps. Par exemple, Diarrhetiella râpé, il est intéressant parce qu'il est actif dès 13 degrés, donc on va pouvoir avoir un contrôle biologique précoce. Et puis inversement, on a des espèces qui sont efficaces, mais seulement à forte température. Donc tous ces aspects-là, on les a, je dirais, renforcés. Donc on sait pas mal de choses, mais il y a pas mal de choses pour lesquelles il faut qu'on rentre dans le détail. Et c'est un peu un des problèmes, en fait, c'est que il va sans doute nous falloir beaucoup de solutions biologiques différentes pour répondre à tous ces problèmes. Alors qu'on était plutôt parti, en tout cas chez les producteurs d'auxiliaires, sur la recherche du super parasitoïde généraliste ou du super prédateur généraliste capable de contrôler tout ça. Et en plus, si je puis me permettre d'être encore un peu longue, on voit qu'un même parasitoïde sur un même puceron sur deux cultures différentes, par exemple la fraise et le concombre, eh ben, n'a pas du tout le même comportement. Il va être efficace sur concombre et pas du tout sur fraise. Donc on a vraiment besoin en fait de rentrer dans le détail de ces interactions. Merci pour ta réponse. Et j'avais du coup une deuxième question sur un point qui est intriguant dans la présentation que tu as montrée, sur la présence de bactéries symbiotiques chez le puceron qui lui confèrent une capacité à éviter finalement d'être parasité. Est-ce que ce principe-là, tu peux le redétailler un tout petit peu? Et derrière, est-ce que du coup, il y a des pistes possibles pour essayer d'éviter la présence de ces bactéries qui posent finalement des problèmes d'efficacité de la lutte? Alors en fait, donc ces bactéries symbiotiques, donc chez les pucerons, il y a des bactéries obligatoires qui sont les Buchnera, qui leur permettent de s'alimenter
à partir de cet aliment très particulier qui est la sève élaborée. Et il y a aussi tout un cortège de bactéries secondaires. Et donc, il y a beaucoup de travaux qui se sont développés dans les 20 dernières années, je dirais, sur le rôle de ces bactéries. Et notamment, il y en a une qui s'appelle Hamiltonella defensa, pour laquelle on a montré que les pucerons infectés par cette bactérie ne permettaient pas le développement des parasitoïdes qui mouraient, et tandis que le puceron survivait. En fait, bon, on voit bien qu'on ne va pas inonder les cultures d'antibiotiques pour traiter nos pucerons infectés. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des parasitoïdes qui sont capables en fait de contourner cette résistance. Donc l'objectif, c'est de réussir à élever des parasitoïdes qui conservent cette capacité. Or, dans les élevages de masse, eh ben, on va souvent avoir produire les parasitoïdes sur une seule espèce hôte qui est la plus facile à élever et qui ne porte pas ses défenses. Et donc on sélectionne plutôt des populations qui ne sont pas capables de contourner cette défense. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut, d'une part, caractériser des populations de parasitoïdes qui sont aptes à se développer malgré la présence de ces bactéries, ce qu'on a déjà pu montrer, et d'autre part, d'être capable de conserver cette caractéristique dans des élevages de masse durablement. Ok, pardon. Oui, bonjour Anne. Donc moi je suis Guy Richard, chercheur INRAE, et j'interviendrai cet après-midi à la table ronde en tant que président du Conseil scientifique et de suivi du Programme national de recherche innovation visant à à protéger la culture de la betterave sucrière de la jaunisse sans utiliser des néonicotinoïdes. Et donc Anne, j'ai vraiment été très intéressé par ton exposé et cette idée de la gestion des feuilles. Finalement, donc, parce que pourquoi, enfin, ça permet de réduire la population initiale de pucerons. Mais c'est lié à un décalage de cycle entre le puceron et les parasitoïdes. Enfin, parce que c'est ce qu'on observe dans beaucoup de projets du PNRI également. Pourquoi vous en êtes venu à faire cela finalement? Est-ce que tu peux me réexpliquer ça, Anne, s'il te plaît? Donc nous, notre idée, c'était de dire, bon, on lâche les meilleurs parasitoïdes, on regarde ce que ça donne. On avait des pucerons avec des timings différents. Et le truc qui est vraiment, qui était déterminant un petit peu là, c'est qu'on sait que les plants qui sont apportés dans les abris sont parfois arrivent déjà contaminés. Le problème des pucerons, c'est que ils résistent assez bien à l'hiver. Il y a beaucoup de populations qui diaposent pas, donc on peut avoir, même en faisant très attention, apporter des plants dans la serre où il y a déjà des pucerons. Donc on a une population précoce qui est difficile à détecter au départ, et donc de façon un peu, enfin c'était pas forcément l'objectif initial, mais à terre d'essai, ils se sont rendus compte que l'effeuillage qui est nécessaire avec la conduite dite en training, là, ça permettait de freiner les populations de pucerons, simplement parce qu'en coupant les feuilles, on coupe l'alimentation en sève, donc les feuilles elles se retrouvent par terre, et les pucerons ils sont pas capables forcément de remonter sur ces plants qui sont un peu particuliers, donc ça diminue la densité initiale. Et les parasitoïdes en fait, ils travaillent souvent à une température un peu plus élevée que celle nécessaire aux pucerons, donc on va toujours avoir un petit décalage. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment réussir à intervenir précocement, donc à faire des lâchers précoces, mais le début de l'installation des auxiliaires est un petit peu lent parfois. Donc enlever d'abord les feuilles, ça permet de freiner la dynamique des populations de pucerons. Par contre, si on les enlève trop ou si on les traite mal, si je puis dire, on va avoir une génération de parasitoïdes qui est issue des individus qu'on a lâchés, et puis pouf, ça va s'arrêter parce qu'on va faire mourir les pucerons parasités en coupant les feuilles. Donc là, il y a plusieurs façons de gérer ça. Soit de laisser les feuilles, mais vraiment au pied des plantes, de façon à ce qu'elles ne soient pas écrasées par le personnel qui passe, etc. Soit travailler sur cette question, essayer de sortir une partie de ces déchets végétaux pour récupérer uniquement les parasitoïdes adultes par ces espèces d'augmentorium qui sont finalement assez simples à bricoler, j'allais dire. C'est un peu en tout cas d'essayer de récupérer les parasitoïdes adultes pour les rentrer dans la serre et faire que cette lutte biologique s'installe durablement, qu'on soit pas obligé de faire un lâcher tous les 15 jours, parce que ça c'est vraiment un petit peu dommage, c'est coûteux, alors que la lutte biologique elle peut très bien s'installer. Donc ça tient à quelque chose on a pu montrer le timing des émergences
de ce qui sort de ces feuilles qu'on ramasse, et on voit très bien qu'on a d'abord beaucoup de pucerons ailés, et puis ensuite on a essentiellement des parasitoïdes adultes. Donc on doit pouvoir gérer on doit pouvoir travailler sur cette gestion des déchets végétaux, et ça c'est vrai dans beaucoup de cultures sous serre. Les fraises, elles sont effeuillées aussi, et probablement on enlève, on se prive en fait des générations qui sont issues de la génération lâchée. Alors, j'ai quelques questions dans le chat, donc je vais les transmettre. Donc déjà, j'ai la première question de Ramon Albarès. Donc, est-ce qu'on a testé la compatibilité des parasitoïdes avec les prédateurs généralistes qu'on utilise aussi dans les serres? Alors, on a montré que parasitoïdes et chrysopes, ça marche bien sur le chou, mais là aussi, on constate vraiment un effet de la plante hôte. Par exemple, en culture de concombre, les producteurs, ils lâchaient beaucoup de coccinelles et on n'en retrouve jamais aucune. Ça marche pas du tout. Et c'est pas à cause des parasitoïdes, c'est que visiblement les coccinelles, ça leur plaît pas, cette plante-là, même s'il y a beaucoup de pucerons dessus. Donc, je pense qu'on a pu montrer aussi, on a parfois ce qu'on appelle de la prédation intra-guilde, c'est-à-dire qu'un prédateur qui va manger un puceron, il va pas forcément se demander s'il est parasité ou pas. Donc, dans le cadre d'autres études qu'on a fait au champ, en fait, on a montré que malgré tout, la présence des prédateurs ne diminuait pas le taux de parasitisme. Donc, c'est quelque chose qui peut être compatible. Après, il y a des prédateurs de type punaise, type Macrolophus, etc., qu'on n'a pas testé. Donc, on n'a pas toutes les réponses, mais je pense que globalement, ça peut être compatible, mais on n'a pas forcément l'effet additif qu'on souhaite. C'est pas parce qu'on met plein de types d'auxiliaires différents qu'on va avoir des meilleurs résultats. Merci beaucoup. Et, je vais enchaîner avec une autre question de Philippe Nico qui demande comment verrais-tu la mise en place de ce modèle économique de production d'auxiliaires de niche que tu as mentionné? Bonjour Philippe. Alors, en fait, je pense qu'on a déjà un petit début de réponse. Hein. Un des partenaires du projet, qui est Saveol Nature, depuis déjà de nombreuses années, produit localement les auxiliaires dont les adhérents de l'entreprise, enfin de la coopérative ont besoin. Et c'est un modèle, voilà, il y a une vente des produits, mais c'est quand même complètement intra-coopérative. L'entreprise Fresnat, c'est un peu la même chose. En fait, l'idée, c'est de se dire peut-être qu'on pourrait passer d'un modèle. Moi, je suis pas économiste et je pense qu'on aurait besoin de compétences d'économiste, mais on pourrait passer d'un modèle vraiment commercial, on produit des auxiliaires, on les vend et puis voilà, à quelque chose qui serait plus de l'ordre du service, c'est-à-dire on identifie la filière qui a besoin de ces auxiliaires, et quelque part la filière finance cette production. Hein. C'est le cas de l'entreprise Fresnat, c'est la filière qui a décidé de porter l'entreprise qui va apporter les solutions qu'on a mis en évidence dans le projet Affidinov, mais il faut un relais ensuite. Donc voilà, et je pense que concernant le dernier modèle, ce qui se passe à l'OBS, là c'est presque ce que j'appellerais de l'élevage à la ferme en fait. On pourrait très bien imaginer que des producteurs ou des coopératives se lancent dans une production à un volume restreint, mais qui soit vraiment bien adapté, bien ciblé aux besoins de la filière. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Encore une fois, je ne suis pas économiste, moi, mais... Merci beaucoup, Anne. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question, mais très rapide la réponse. Pourquoi dans la modalité avec uniquement les aphidius, dans les tunnels de choux, seulement les plants femelles ont pu être protégés? Ah alors ça, je ne sais pas. On a bien vu que c'était les plants mâles qui mouraient en premier. Alors, soit on a une question de variété, soit on a le puceron cendré du chou, ce qu'il aime par-dessus tout, sont les inflorescences, donc c'est pour ça que c'est compliqué quand on veut faire de la production de semences. Et en fait, peut-être que les plants mâles fleurissaient en premier, ce qui fait qu'ils ont été plus attaqués. Donc j'ai pas la réponse à cette question, il faudrait que mes collègues de l'OBS soient là pour préciser, mais ça doit être une question de ce genre-là. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va devoir continuer pour respecter le timing. Et donc, on va passer à la présentation de Plan de Serve de Cécile Lelanne. Merci beaucoup encore, Anne, et pour cette présentation très riche et pour les échanges très complets.